Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la première chaîne privée du Sénégal, la 2STV, pour un nouveau numéro de Actu Show. Nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du FSDBJ. Avec lui, nous allons scruter l'horizon du Sénégal politique, économique et social. Cheikh Bamba Dièye, merci et bienvenue. Merci bien à vous, Maïmouna, et merci de me recevoir au niveau d'Actu Show. Cheikh Bamba Dièye, vous êtes le secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie Benno Djoubal FSDBJ, une formation politique que vous dirigez depuis 2002 suite au décès accidentel de son fondateur et père, et qui est également votre père, Cheikh Abdoulaye Dièye. En 2007, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale suite aux législatives boycottées par la plupart des partis de l'opposition de l'époque. En 2009, vous accédez à la tête de la mairie de Saint-Louis sous la bannière de Benno Siggil Sénégal. Candidat à l'élection présidentielle de 2012, vous n'obtiendrez que 1,93% du suffrage exprimé. Vous rejoindrez la coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté Macky Sall au pouvoir. Vous êtes nommé ministre de l'aménagement du territoire. Votre domaine de compétence est de la gouvernance locale. En 2014, vous perdez l'élection municipale à Saint-Louis. Vous êtes devancé par Mansour Faye et Ahmed Fall Braya. Quelques jours après, vous annoncez votre départ du gouvernement et depuis, vous avez intégré le cercle des plus farouches opposants au régime de Macky Sall. Est-ce que le résumé que je viens de faire de votre parcours politique est fidèle à la réalité? Je pense que sous certaines formes, oui. Je voudrais simplement rappeler que, en tout cas de cause pour vos téléspectateurs, que ce qui a caractérisé toute cette démarche, c'est surtout le besoin que nous avons de faire en sorte que l'engagement politique, l'effort que l'homme politique fait dans son offre par rapport aux citoyens, que cela puisse être corroboré. Pendant tout le temps que j'ai été député, maire, ministre, j'ai toujours tenu à ce que mes engagements soient conformes à l'idéal et à mes convictions politiques. C'est la raison pour laquelle, à tout point de vue, je n'ai jamais voulu faire premier mes préoccupations personnelles, encore moins les préoccupations de ma formation politique, mais surtout me river sur l'exigence des Sénégalais, surtout dans la période de 2012, où il a été extrêmement révélateur ce besoin des Sénégalais de créer la rupture, d'impulser cette rupture dans la marche de la République. Je crois que c'est cela qui m'avait amené aussi à m'opposer au président de la République, Abdoulaye Wade. Et ce sont ces mêmes ambitions-là qui m'ont amené à soutenir le président Macky Sall. Et ce sont ces mêmes principes qui m'ont amené aussi à me désolidariser de lui. Pensez-vous avoir apporté une contribution significative à l'alternance de 2012? Cela pourrait être apprécié diversement par chaque Sénégalais. Mais je pense qu'en tant qu'acteur politique, il ne s'agit pas seulement de nous rester rivés sur l'événement de 2012. Ce qui caractérise un homme politique, c'est la constance sur une durée. Je pense que depuis que je suis en politique et que j'ai été à l'Assemblée nationale, j'avais pour vocation et surtout pour souci de me rendre utile, parce que celui qui m'a appris la politique nous a enseigné que la politique, c'est l'art de générer des actions positives au profit de la majorité et des Sénégalais. Et c'est cela qui m'a amené, quand j'ai pensé qu'en 2012, ce qui était en cours n'était pas dans le sens de l'intérêt de la République, au contraire, affaiblissait la démocratie sénégalaise et était un recul du point de vue de nos libertés, du combat historique des pères fondateurs de ce pays. Et c'est pour cela que je me suis opposé avec les moyens. Et je pense que quelque part, si on veut être analyste, il y a eu un événement que j'ai eu à déclencher qui a été assez intéressant et assez révélateur, puisque cela a permis à la majorité silencieuse de se réveiller et de prendre en charge leur devenir. Quand vous vous enchaînez devant les grilles de l'Assemblée nationale le 22 juin? Oui, entre autres, parce que c'est tout un processus, parce qu'il a fallu d'abord batailler à l'Assemblée nationale, mais ensuite faire le résumé de l'ensemble des potentialités qui sont offertes à chaque responsable politique, parce que la politique, c'est aussi de l'intelligence, c'est une stratégie, c'est les moyens que chaque individu doit mettre au service de sa nation. J'ai pensé que c'était les seuls moyens que je disposais pour réveiller ceux pour qui nous nous battions, parce que je pense que sur le fronton de chaque parti politique, il est inscrit qu'on se bat pour les Sénégalais.
Et j'avais l'impression que dans le combat politique, on était dans cette phase qui voudrait que la bataille politique reste l'affaire des politiques. Alors que nous étions très loin de ce schéma-là. Il s'agissait de l'avenir de notre pays. Et pour cela, j'ai pensé qu'il était important d'impliquer les Sénégalais. Et Dieu merci, ils m'ont suivi dans ce sens-là. Le reste maintenant, le gros du travail et l'effort significatif, ce n'est pas moi, ce n'est pas les responsables politiques, c'est les Sénégalais qui l'ont fait. Cheikh Madiaye, en portant Macky Sall au pinacle en 2012, la plupart des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient animés d'un même idéal, celui du déclenchement du processus de reddition des comptes. Karim Wade va rester en prison pour une durée de 6 ans, sauf changement ou bouleversement de dernière minute, ou à moins qu'il ne soit gracié ou amnistié par le président de la République. La Chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté tous les pourvois en cassation déposés par ses conseils. Qu'est-ce qu'un tel verdict vous inspire comme commentaire? Vous savez, sur des cas pareils, il y a toujours deux types d'analyses. Il y a la partie judiciaire qui relève des avocats de la partie civile et de la défense. Il y a ce qu'on appelle aussi le principe de la chose jugée. Et de ce point de vue-là, il y a des spécialistes du droit qui sont habilités à réfléchir et à analyser sur ce qui a été fait. De l'autre côté, il y a l'analyse politique. On a dit tantôt qu'on a été de ceux-là qui se sont beaucoup battus pour la reddition des comptes, pour l'obligation qui soit faite à chaque parti politique, à chaque leader politique de rendre des comptes par rapport à sa gestion. Et je pense que dans cette perspective-là, à l'époque et encore aujourd'hui, moi comme beaucoup de Sénégalais, quand on pense à reddition des comptes, par rapport au vécu et aux 12 années du régime passé, nous étions en droit de nous attendre pas seulement à une personne, mais au moins à plus de 200 et quelques personnes impliquées, jugées, à qui on donnerait la possibilité de justifier de leur gestion. En lieu et place, nous avons eu un résumé compact autour de la justice, autour d'une seule personne. Cela pose deux postulats. Quid donc de la qualité et de ce que nous donnons comme contenu à ce que nous appelons la reddition des comptes, qu'adviendra-t-il de tous les autres? L'analyse politique pourrait être poursuivie dans le sens que certains qui ont rallié la paire se sont sentis plus ou moins protégés et on en a vu des gens qui n'étaient même pas suivis par la justice du temps de Macky Sall, mais plutôt du temps d'Abdoulaye Wade, où ils étaient carrément dans l'alliance d'Abdoulaye Wade et qui se sont vus blanchir comme ça du jour au lendemain. Cet ensemble de situations fait que, comme le dit le Wolof, on dit souvent que Douman Rek, mais plaçons-nous à la place de ce singleton-là qui a été extirpé dans une masse compacte de responsabilités et jugé de manière individualisée. Et de ce point de vue, depuis, on n'entend plus rien bouger à ce niveau. Cela pose deux postulats et ils sont en droit de le dire. Et les citoyens de l'autre côté aussi peuvent se poser cette question. Vous auriez préféré que tous les gestionnaires sous le magistère de Wade soient appelés devant les tribunaux pour répondre de leur gestion? Je n'ai pas à préférer. Je voudrais que nous appliquions dans toute sa plénitude l'engagement que nous avons pris devant les Sénégalais. C'est celui de la reddition des comptes. Elle n'est pas ciblée, elle n'a pas pour vocation d'atteindre un individu ou de l'affaiblir. Elle a juste pour vocation, s'il y a détournement, de restituer les biens de la République aux citoyens sénégalais. Et si un individu, quelle que soit sa posture, a été quelque part épinglé, qu'il soit jugé conformément aux droits sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas voir du moins. Je pense que l'ensemble des Sénégalais aussi, aujourd'hui, ne s'intéressent pas trop à l'attitude ou à la personne qui est jugée, mais surtout à la qualité de ce qui est posé. Si au bout de 3 années, on se rend compte que l'essentiel de la traque des biens mal acquis se résume à l'emprisonnement de Karim Wade, je pense que pour moi qui ai été acteur et pour beaucoup d'autres Sénégalais qui suivent la justice et qui suivent le Sénégal, nous sommes un peu inquiets et très déçus. Vous pensez que toute cette machine judiciaire a été mobilisée pour ne cibler qu'une seule personne, en l'occurrence Karim Wade? Je constate que l'énergie qui a été dépensée sous le vocable de la rupture, sous le vocable de la reddition des comptes, a accouché d'une souris, et s'est entendu que la seule personne aujourd'hui
que les Sénégalais peuvent dire que voilà, sous le joug ou sous le postulat de la reddition des comptes, la personne qui a été jugée. Je trouve cela très insuffisant. Je trouve cela aussi très faible. Et ça affaiblit beaucoup plus la justice parce qu'au début, quand on pensait reddition des comptes, pour les Sénégalais ordinaires, on pensait à des centaines de milliards. On pensait récupérer tout ce que nous avons cru que cela a été détourné, cela a été utilisé à des fins personnelles, cela a été en contradiction avec l'impérieuse nécessité de développer ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Est-ce qu'on peut parler légitimement de justice responsable, équitable, équidistante, lorsque la cible de départ était une palette très large et qu'à la fin, elles se rétrécissent et se réduisent aujourd'hui à la traque d'une seule personne. Faites-vous partie de ceux-là qui pensent qu'on a quelque part politisé la traque et que l'objectif principal était d'abattre Karim Wade? Je fais partie de ceux-là qui pensent qu'on a totalement échoué dans la traque des biens mal acquis. La conséquence pour moi, c'est un affaiblissement de la justice. La conséquence aussi, c'est la logique ou la possibilité offerte à Karim Wade et à tous ceux qui soutiennent sa position de pouvoir se singulariser pour dire qu'en définitive et en réalité, sa seule personne intéressée, c'est traque des biens mal acquis. Voilà les faits. Maintenant, ce qu'on aurait dû avoir en lieu et place, c'est une justice en branle qui est là pour tous les citoyens, qui s'occupe de la justice en tant que telle, sans ciblage et qui fait son travail. Et c'est cela qui manque aujourd'hui. À côté de cela, nous avons des arguments pour justifier que cette traque des biens mal acquis n'est rien d'autre qu'une traque politique ou politicienne, puisqu'au moment où un individu est inquiété par la loi, des dizaines, voire des centaines d'autres individus passent à travers les grilles et sont laissés libres. Et certains même sont sortis même renforcés. Ce qui voudrait dire que l'idée de la justice et l'idée d'un Sénégal de rupture, l'idée d'un Sénégal qui se conforte dans sa démocratie, qui donne autant de responsabilités à ces hommes politiques, mais qui les enferme dans des cadres où, après avoir géré l'argent de ce pays, avoir eu des responsabilités de ce pays, que l'on puisse se rendre compte, c'est cela qui a été sapé. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport au cas Karim Wade? Vous ressentez de la compassion ou bien vous vous dites qu'il a bien mérité ce sort? Je n'ai pas aujourd'hui à me positionner à ce niveau-là. Vous savez, moi j'ai été très transparent dans ma démarche. Ce qui m'aurait satisfait, c'est qu'on n'en soit pas seulement au cas Karim Wade. Ce qui m'aurait satisfait, c'est que tout Sénégalais qui a eu pendant ces 12 dernières années, ou même au-delà, des responsabilités sur lesquelles on a des questions, et beaucoup de questions là-dessus, que ces personnalités, que ce soit des hommes ou des femmes, puissent être amenés dans une justice neutre, équitable, à se positionner et à répondre. C'est ça pour moi le sens. Si aujourd'hui on en ramène toute la question, on amène toute la question à un seul individu et qu'on me demande si j'ai de la compassion ou si je suis en amitié ou si je suis plus ou moins favorable, que je dis que c'est... Non, je ne suis ni dans la compassion, ni dans le fait de dire que voilà ce qu'il me dit. Parce que moi, c'est la leçon qui était importante pour moi. La leçon qui aurait dû sortir de la bataille de 2012, c'est que ce soit la certitude pour tous les Sénégalais que plus personne ne pourra utiliser comme il veut les deniers de la République. Je n'ai pas eu cela, je reste sur ma faim. Vous donnez l'impression de sortir les mêmes arguments que les membres du Parti démocratique sénégalais que vous avez combattus. Ce sont les mêmes arguments qu'ils sortent dans le cadre de ce procès Karim Wade. Vous savez, on leur a facilité la tâche. Si on avait mis devant eux une justice réelle, si un nombre important comme nous tous nous étions en droit de l'attendre était en même temps jugé, s'ils avaient la certitude, comme tous les Sénégalais, que cette justice-là ne laissera personne échapper, ils n'auraient pas cet argument. C'est l'État du Sénégal qui a failli et qui a réservé l'essentiel de la quête ou la totalité de la quête à une quête autour de Karim Wade qui leur a donné cet argument-là, ce n'est pas moi. Et je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il y a dysfonctionnement. Quand on veut la justice, je pense qu'on la veut pour tous les Sénégalais et on la veut disponible pour chaque Sénégalais.
Vous pensez que Karim Wade ne devait pas être le seul à répondre de sa gestion? Ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes sur le point d'entamer un flirt avec le Parti démocratique sénégalais dans le cadre de la grande coalition de l'opposition. Merci Maïmouna, vous me donnez une très bonne opportunité. Au Sénégal, les gens ont toujours l'habitude de personnaliser les problèmes. Je rappellerai aux uns et aux autres que je n'ai strictement aucun problème personnel avec Abdoulaye Wade, encore moins de problème personnel avec Macky Sall. Ce dont il s'agit, c'est Cheikh Bamba Dièye. Mais vous êtes en désaccord sur le plan des idéaux politiques. Voilà, c'est là où il y a intérêt. Parce que des principes qui fondent la République ont été trahis de notre part en 2012 et que l'état de droit, la liberté des citoyens, le respect que nous devons à notre constitution ont été bafoués, que nous nous sommes opposés à l'ancien régime. Pour rester conformes à nos principes, c'est pour ces mêmes principes que nous avons apporté un soutien à Macky Sall. La question n'est pas le soutien que nous donnons à Macky Sall ou le combat que nous menons contre Wade. Ce qui est important, c'est le Sénégal et la défense supérieure des intérêts de la République. Chaque fois que dans notre trajectoire politique, que nous avions été amenés à constater chez un responsable, quel que soit son niveau, des dérives, je crois que la responsabilité politique qui nous incombe doit nous amener à dire non. Nous l'avons dit avec Abdoulaye Wade sans avoir de problème particulier. Et nous l'avons dit oui à Macky Sall dans le combat pour l'alternance. Et nous avons dit non dès l'instant que nous avons pensé que nous sommes dans un chemin autre que le chemin pour lequel nous avons été. Il a été élu, lui, président de la République. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que vous puissiez partager un même combat avec le Parti démocratique sénégalais. On peut comprendre l'aversion de ce parti pour le régime de Macky Sall. On peut comprendre les dissensions entre Idrissa Seck et Macky Sall. Mais vous, est-ce que vous n'êtes pas un cheveu dans la soupe de cette coalition? Non, je ne suis pas du tout un cheveu dans aucune coalition. Le principe de fond, c'est quoi? Je choisis d'être dans l'opposition. Mais je n'ai pas la possibilité de choisir avec qui je serai dans l'opposition. Ce que vous semblez évoquer et qui pourrait être beaucoup plus assimilable à une sorte d'alliance électorale, j'ai dit que nous sommes à des années-lumière de cette alliance électorale. Nous sommes encore très loin des élections pour pouvoir déterminer qui sera avec qui et comment les uns et les autres vont s'organiser. Mais dans l'immédiat, aujourd'hui, nous avons des questions sur les libertés, nous avons des questions sur la transhumance politique, nous avons des questions sur le processus électoral, sur la situation par rapport à un référendum que seul le président de la République est aujourd'hui le seul maître du jeu, c'est-à-dire le seul qui détient l'information, alors que dans une compétition électorale, il y a des éléments qui doivent être disponibles pour chaque acteur et chaque compétiteur. Sur ces dossiers, j'ai dit qu'une opposition responsable, comme la mouvance présidentielle, dans leur aspect difforme et multiple, doit pouvoir se réunir, essayer de parler ensemble, de travailler ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui peut choquer ou pousser les Sénégalais à s'interroger, c'est que vous puissiez aujourd'hui vous mettre aux côtés du Parti démocratique sénégalais, alors que vous avez passé la presque totalité de votre carrière politique à combattre ce parti-là. Ça a commencé en 2002 avec votre prise de fonction. En 2007, vous étiez minoritaire à l'Assemblée nationale, mais vous avez affronté le PDS à l'hémicycle. Vous vous êtes presque opposé à tout ce qui était projet de loi, projet de modification. 2012, le combat a continué. Alors, 2014, vous vous retrouvez ou bien vous envisagez des retrouvailles avec ce parti-là. Est-ce que vous ne reniez pas vos idéaux? Non, absolument. Parce au que... nom de votre opposition à Macky Sall, vous êtes prêt à vous engager aux côtés du PDS. Il ne s'agit pas de ça. C'est un peu simpliste que de dire qu'au nom de mon opposition par rapport à tel individu. J'ai voulu dès le départ donner une lecture de ce que c'est que l'opposition. Une opposition, c'est quoi? C'est la posture d'un homme politique qui analyse l'activité gouvernementale et se positionne d'abord en termes d'offres et surtout en termes de veille vigilante. Cela suppose sincèrement, si on ne se trompe pas, que l'objectif visé, autant quand j'étais en 2002 ou 2007 ou 2009 ou 2012, c'est la défense des intérêts supérieurs du Sénégal.
je ne peux plus me complaire dans le passé parce que je voudrais vous rappeler que mon combat avec le Parti démocratique sénégalais a été soldé. Soldé dans le sens où toute l'activité que j'ai eue dans la résistance jusqu'à l'avènement de l'élection de Macky Sall en 2012, du point de vue politique, ce combat a été soldé. Les deux parties qui restent de ce combat, qui s'appellent la reddition des comptes et la rupture, sont entre les mains du président de la République. Et de ce point de vue, je pense que s'il y a reniement, s'il y a renoncement, c'est de ce côté-là qu'il faut aller le voir. Quel que soit par ailleurs ce que j'ai eu à reprocher à Abdoulaye Wade ou au Parti démocratique sénégalais. Mais vous ne pensez pas que c'est au nom de ce combat-là que je dois aujourd'hui, si demain les intérêts démocratiquement compris ou l'intérêt d'un citoyen, Parti démocratique sénégalais, est en jeu, au nom du combat que j'ai mené pour que le droit soit respecté, je dois aussi les défendre. C'est la raison pour laquelle je ne saurais accepter ni cautionner un refus de tous les jours ou de tous les instants des volontés de marche, etc. Recevant une délégation du parti Rewmi à Saint-Louis, vous avez déclaré, je cite, d'abord je vais dire ça en wolof, c'est que Macky Sall la seexluwul mënatuma seexlu kenn. En d'autres termes, si vous avez été capable de vous allier à Macky Sall, vous êtes capable de lier un compagnonnage avec n'importe qui sur l'espace politique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Posons les éléments de manière très froide et analysons les choses. Du point de vue historique, vous parlez de Macky Sall, vous parlez d'Abdoulaye Wade. Il y a moins de 3 années de cela, c'était une seule et même famille politique. Et que je sache, que ce soit pour Idrissa Seck comme pour Macky Sall, ils ont tous été capables, avec moi et avec beaucoup d'autres, en 2012, de nous unir pour le combat contre Abdoulaye Wade. Si j'ai été capable, avec beaucoup d'autres, d'être dans Benno Bokk Yakaar, au service de la nation, et dans ce Benno Bokk Yakaar, qu'il puisse y avoir Idrissa Seck, un autre, je ne vois pas au nom de quoi, et c'est ça le sens de mon discours, il y aurait une discrimination qui ferait ou qui validerait un compagnonnage avec Macky Sall et discréditerait un compagnonnage avec Idrissa Seck. Et je m'en suis arrêté à cela. Où est la responsabilité quand quelqu'un qui est libre et qui ne doit strictement rien à aucune formation politique, qui s'est engagé en politique pour servir son pays, au nom de quoi les citoyens voudraient-ils que parce qu'il s'est engagé dans un combat pour instaurer un ordre qui crée la rupture, que lorsqu'il a l'impression que cet ordre-là est laissé en rade pour faire de l'émergence de la stratégie électoraliste, alors je pense que si je suis conséquent avec moi-même, le même esprit qui m'avait guidé à m'opposer à Abdoulaye Wade, qui m'avait guidé pour que je reste dans l'opposition, que j'assume ma place dans l'opposition, ce même principe de sincérité, de service rendu au Sénégal, d'action pour la République, qui m'a amené à soutenir la candidature de Macky Sall, ce même principe doit pouvoir, s'il est encore vivace, m'amener, lorsque je vois chez Macky Sall quelque chose qui me renvoie ce que Wade faisait, que je me repositionne. Parce que c'est ça la logique. J'aurais été illogique le jour où j'identifierais chez Macky Sall la politique de transhumance, où je verrais chez Macky Sall le fait de pouvoir voir des gens qui ont eu maille avec la justice être complètement blanchis. Lorsque je vois que tout ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wade, il y a de cela quelques années, jusqu'au Wahouhet, que cela soit érigé en stratégie politique, si je continue, c'est en ce moment-là que j'aurais trahi mes convictions. Alors, 2012, vous faites partie de la coalition qui va porter Macky Sall au pouvoir. Pendant 2 ans, vous allez défendre, assumer le bilan de Macky Sall jusqu'en juin 2014. Votre posture actuelle procède-t-elle d'une introspection profonde et objective de la situation du pays ou d'une frustration née de la perte de la mairie de Saint-Louis et de votre départ presque forcé du gouvernement? Vous savez, Maïmouna, c'est toujours cela qui pose problème au Sénégal. Je crois que le Wolof dit souvent que et comme il est coutumier au Sénégal aujourd'hui d'observer les uns et les autres être
extrêmement fébriles par rapport à leur position au pouvoir ou en dehors du pouvoir, cela pourrait amener un esprit simpliste à penser que tout le monde est pareil. Mais le Wolof dit en même temps que ce qu'il faudrait accepter, c'est que je puisse librement venir apporter mon soutien à ma cause, puisque la cause de Macky Sall en 2012 était la mienne. Parce que j'ai mis ma vie en jeu et la vie de beaucoup de militants du FSD/BJ. On a été rudoyés pour que l'état de droit reste. On a été rudoyés pour que la rupture soit réelle. On a été rudoyés pour que le Sénégal devienne enfin une véritable république. Nous sommes autodisciplinés dans une forme de rigueur qui a fait que j'ai refusé à des militants du FSD/BJ des choses que je pense qu'ils n'étaient pas en droit d'avoir. Et tout cela nous oblige aujourd'hui, si au fil de notre compagnonnage avec le président Macky Sall, à la stratégie de développer le pays, qu'on voit un glissement sémantique vers une stratégie électoraliste, où tout ce qui est posé n'est posé qu'en fonction d'un rendez-vous de 2017. Et que l'élément de rupture de fond sur lequel les citoyens étaient en droit de nous attendre, nous voyons cela glisser et qu'aujourd'hui, nous ne sentions plus le président de la République dans des dispositions d'installer la rupture. Nous l'avons aidé, accompagné pour combattre tout le système qu'Abdoulaye Wade a représenté. Ce qui pose problème, Cheikh Bamba Dièye, c'est que les hommes politiques sénégalais nous ont habitués à changer de discours selon le contexte du moment et les positions acquises. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que vous puissiez, tout en accompagnant Macky Sall, vous taire sur les travers que vous dénoncez maintenant et que de l'autre côté, que vous vous mettiez à le critiquer parce qu'il y a eu séparation. Mais Maïmouna, je veux qu'on soit un peu plus logique dans notre démarche. Parce vous savez, moi la rupture, de toute façon, votre sortie du gouvernement était inévitable. Le président de la République avait promis de se séparer de tous ceux qui perdraient l'élection dans leur localité. Bon, sur cet aspect-là, vous pourrez constater avec moi qu'il y en a qui ont perdu et qui sont encore au gouvernement. C'est une minorité. Mais le seul fait qu'ils existent pose déjà l'extrême fragilité de la décision du président de la République, étant entendu qu'à côté de cela... Il n'y a que Abdoulatif Coulibaly qui a perdu l'élection et qui est resté dans le gouvernement. Et il a même changé de poste ministériel. Seydou Gueye a subi la même logique. Benoît Sambou, Pape Diouf et encore d'autres que je n'ai pas en tête. D'autres encore, peut-être que vous ne voulez pas continuer le compte, mais les Sénégalais sont tous là D'autres comme qui? Si vous avez des noms, il faut les donner. Je vous parlais du maire de Louga, par exemple, entre guillemets. Mais Aminata Mbengue Ndiaye. Je voudrais parce qu'au-delà de cela, ce qui est le plus important, ce qu'on doit pouvoir certainement mesurer dans cette affaire-là, c'est qu'il faut que les gens soient logiques. J'ai décidé de soutenir l'action de Macky Sall à la tête de l'État. Il n'est ni un prophète, ni un superman, c'est un homme comme vous et moi, susceptible de se tromper, animé de bonne foi et qui agit pour le compte de la République. Par conséquent, en tant qu'être humain, je vais être très froid avec lui et il ne saurait être question dans une alliance où on dit qu'au gouvernement il faut être comme Tcherek Sow, que je puisse hypocritement, de temps en temps, le Tcherek se désolidarise pour dire que moi je suis que Tcherek, et pour critiquer l'ensemble Tcherek Sow, et que le lendemain le Sow se retire pour dire que ce n'est pas raisonnable. D'autant plus que je suis venu en homme libre. Et j'ai eu toujours la liberté et la possibilité de dire ce que je pense. Je pense que pour l'équilibre, ce que les citoyens sénégalais attendent d'un gouvernement, c'est qu'ils gèrent leurs difficultés à l'interne. Et quand ils sortent, qu'ils montrent un visage de sérénité. Mais Cheikh Bamba Dièye. Parce que ce qui est important, c'est que l'on puisse au moins reconnaître que dans la volonté du FSD/BJ d'apporter sa contribution au gouvernement du Sénégal, il était contradictoire dans la lecture politique que nous en avions, que l'on puisse être dedans et dehors. C'est un discours que nous ne pouvons pas tenir. Pourtant, vous avez été dedans et dehors.
vous avez eu à faire plusieurs déclarations incendiaires alors que vous étiez encore membre du gouvernement. Des déclarations que nous allons vous proposer. Je donne un exemple. Vous dites, je suis parti parce que Macky Sall a eu à mon égard un comportement en contradiction avec la morale. Il a trahi ma confiance. Vous étiez encore au gouvernement et vous avez déclaré: les 3 raisons de notre combat contre l'ancien président Abdoulaye Wade sont toujours intactes. Rien n'a changé. D'abord, on disait que les conditions de vie des populations étaient difficiles. Tout le monde continue de dire que le pays de femmes Macky. Quand vous faisiez ces déclarations, vous étiez encore membre du gouvernement, mais vous aviez senti que le vent allait tourner. C'est ça le processus naturel de la vie. On ne se réveille pas pour être des adversaires ou des ennemis. Du tic au tac. C'est tout un processus. La relation humaine, elle se bonifie, elle se désagrège au fur des actes que les uns et les autres posent. C'est tout à fait normal et naturel. En additionnant que l'on puisse se solidariser ou en additionnant que l'on puisse se désolidariser. Et lorsque vous reprenez le contenu de ma déclaration ou de mes déclarations, vous vous rendez compte en soubassement qu'il y a une lecture sur un temps donné pour dire que voici sur une période bien déterminée, je ne peux plus maintenant être avec parce que je suis arrivé à un point où mes limites et mes possibilités de collaboration se résument à cela. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce que Macky Sall a trahi votre confiance? Et quelle est la base de vos contradictions? La base de mes contradictions sont très simples. La première, elle est liée aux engagements pris devant la nation. Lorsque nous arrivions à une situation où nous sommes en alliance et vous me demandez de soutenir l'action gouvernementale, ce qui est tout à fait normal, vous sollicitez de la part d'une formation politique un engagement de tous les instants autour de la cause commune que nous défendons et de l'effort que nous fournissons pour que le Sénégal aille mieux. Vous nous dites que essayons d'être ensemble, installons cette gouvernance sobre et vertueuse. Et qu'au même moment, votre calcul à vous est non seulement au-delà du fait de vouloir coûte que coûte rester au pouvoir, ce qui est légitime et qu'on ne peut pas critiquer un homme politique à ce niveau, mais que vous vouliez une chose et son contraire, maintenir vos alliés dans votre coalition en leur coupant l'herbe sous les pieds, je dis que cela pose problème. Premièrement, nous sommes en alliance quand on va à des élections des 2 choses l'une. Ou on est content, on est ensemble, ou on n'est pas content, chacun va de son côté. Mais comme nous avons eu un vécu ensemble, nous nous sommes astreints à une certaine forme de solidarité, à une certaine forme de respect mutuel. Je ne peux pas comprendre que pour un combat à Saint-Louis, par exemple, si vous voulez des exemples, que l'on puisse recruter Awa Ndiaye en lui demandant de venir t'aider, sinon vous allez perdre la ville de Saint-Louis. Je pose 2 postulats. Au-delà du fait politique, vous posez une grosse contradiction sur l'équilibre de notre alliance et sur les éléments de fond que nous avez unis. La rupture, la reddition des comptes, la gouvernance sobre et vertueuse. On n'en est plus là, d'autant plus que dans ma propre liste, il est allé pêcher. Le jour, la veille où on devait déposer nos listes, il est venu récolter des gens et les a amenés à Dakar. Le lendemain, je ne les ai plus vus jusqu'à la fin des élections. Je comprends. C'est l'entrée en scène de Mansour Faye à Saint-Louis et qui est à l'origine de vos dissensions avec Macky Sall. Non, ce n'est pas cela, parce que l'APR existe et c'est une formation politique. Ce qu'il se trame à l'intérieur de l'APR n'est pas mon problème. Je n'en fais pas un problème. Moi, je fais un problème, ce qui nous a liés et ce qui doit structurer notre compagnonnage. Je pense qu'il sera difficile, après de tels faits et gestes entre des supposés partenaires, que l'on puisse demander après de la loyauté. Mais que l'on puisse demander après de la solidarité. a subi le même sort à Nguyen. Moustapha Niasse a perdu Wakunguna au profit de Lamine Dian, et qui est aujourd'hui un proche collaborateur de l'Alliance pour la République. Vous avez énoncé 2 noms. Et que je sache, je ne m'appelle ni l'un ni l'autre. Et je n'ai pas la même trajectoire politique. Je n'ai pas la même lecture politique. Moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est une rupture de fond
au Sénégal. Mais à Saint-Louis, qui est-ce qui a décidé du sort de l'élection? C'est Macky Sall ou les populations qui ont voté? On n'est pas là-dedans. Parce que si vous m'amenez le sort des élections, cela voudrait dire que je lui en voudrais pour cela. Ce n'est pas le cas. Vous m'avez posé une question très claire sur quelles sont les relations ou quels sont les éléments qui ont cassé ces relations. Je m'en arrête à la relation et aux intrants qui ont cassé la relation. C'est cela qui est important. Mais l'élection de 2014, pardon, y est pour beaucoup de choses, cher Bamba Dièye. Vous savez, l'élection de 2014 a certainement été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais si on analyse en fond, il y a eu un ensemble d'actes qui ont été posés bien avant. Mais comme nous sommes, ou à l'époque j'étais dans un cadre de gouvernement, les problèmes internes, on les gère de manière interne. Étant hors du gouvernement, je m'interdis d'aller à l'intérieur de ces dispositions-là. On ne peut pas aller en compétition comme s'il s'agissait d'une compétition dans la jungle. On ne peut pas essayer de vouloir ce qu'il y a de mieux pour les populations lorsque les acteurs ne sont plus sur le même pied d'égalité. On ne peut pas exiger une élection transparente lorsque de manière évidente, l'administration qui est en charge de cette élection a pris fait et cause pour un des camps. Donc il faudrait on a tous ces ingrédients à Saint-Louis. Et on a plus que cela à Saint-Louis. Et quand, à côté de cela, vous avez l'intervention directe du président de la République dans ce jeu, vous pouvez donc supposer, in fine, que l'on en soit arrivé, quel que soit par ailleurs le résultat électoral, la qualité de la relation a été complètement gâtée. Alors, c'est quoi votre conviction que Mansour Faye, actuel maire de Saint-Louis, a été soutenu, renforcé pour vous battre? J'aimerais bien, parce que pour moi, la cause de Saint-Louis, ou les élections à Saint-Louis, relèvent du passé. Et y retourner, cela voudrait dire que je serais en train, quelque part, de justifier une posture nationale à travers des contingences locales. Et ce n'est pas le cas. Et j'aimerais bien que sur ces questions-là, que nous regardions l'étape ou la posture d'aujourd'hui, étant entendu que cette question, au moment où elle devait se poser, elle a été prise en charge aussi bien par l'APR que par le FSD/BJ. Et dans l'histoire politique des formations politiques, il est souvent question de victoire, de défaite. C'est des éléments qui sont là. Ce qu'il faudrait aujourd'hui poser, et ce que je demande à nos concitoyens ou à nos compatriotes, c'est de regarder au-delà de la personne ce qui est dénoncé. L'objet du contentieux, c'est l'idéal de rupture que Macky Sall a proposé aux Sénégalais et qu'il a lui-même trahi. L'objet du contentieux, c'est la reddition des comptes telle que proclamée par le président de la République et qui n'a plus cours. L'objet du litige, c'est la politique de transhumance qui fait l'apologie de la transhumance, qui a été l'élément déstructurant entre les liens qu'Abdoulaye Wade avait avec la société sénégalaise et qui a aujourd'hui cours. À croire que l'élève pense que le Sénégal de rupture ne peut pas se faire. Ce qui peut se faire, c'est simplement être une pâle copie de ce que Wade a été. Et c'est cela l'objet du contentieux. Pour Saint-Louis, Saint-Louis n'est pas ma propriété. C'est la propriété des Saint-Louisiens. Ils ont décidé, tant mieux pour eux. Ils se sont révélés à quelque... Ils ont décidé de porter au pinacle le meilleur candidat? Ça, cela pose problème. Parce qu'aujourd'hui, si on les entend encore, la question est autre. La réponse est autre. Et lorsque j'y suis allé la dernière fois et comment interpeller sur les insultes, etc., qui ont été proférées à l'endroit de M. le maire Mansour Faye, ma position a été très claire. Moi, il faut que les populations aussi soient conséquentes. La question du choix, elle est essentielle. Des gens qui se positionnent d'une certaine manière et qui choisissent librement un homme pour être maire d'une ville, ils n'ont plus le droit, quelques mois après, à l'insulter ou à le vilipender. On nous parle également de frustration que vous auriez accumulée du temps de votre présence dans le gouvernement. Vous êtes aménagiste, on vous change de portefeuille pour vous amener au ministère de la Communication. Vous auriez dit à des proches que la remarque que vous avez faite, c'est que tous les ministères que vous occupez ont été dévitalisés. De grandes personnes comme nous, quand ils décident d'arriver dans un gouvernement, c'est pour apporter quelque chose. Et certainement pas pour perdre du temps.
encore moins pour lui faire perdre du temps. Ce que j'ai trouvé très dommageable, c'est que sur des dossiers aussi importants que l'aménagement du territoire, la réforme des collectivités locales, que ce processus a été interrompu et que jusqu'à présent, on en a une réforme encore très superficielle. On n'est pas dans le fond des choses. Ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que dans un ministère aussi stratégique que les télécommunications, que l'effort accentué n'ait pas été mis pour aider le pays à se doter d'une véritable politique en matière de gestion de l'économie numérique. Et ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que le Sénégal, qui fait partie du peloton de tête en matière de téléphonie, d'Internet, ne soit pas suffisamment doté, ne se soit pas suffisamment engagé de manière beaucoup plus révolue pour utiliser ce secteur pour booster l'emploi. Pourtant, on vous a donné la chance de marquer les Sénégalais en tant que ministre lorsque vous étiez à l'aménagement du territoire et à la décentralisation. Vous devriez piloter l'actuelle réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Mais l'ensemble de ce qu'on peut appeler les TDR, les termes de référence, les premiers documents qui servent aujourd'hui de canevas à la réforme de l'acte 3, ça a été mon fait. Ça, c'est clair. En tant que député de 2007 à 2012, vous avez beaucoup marqué l'opinion publique nationale. Mais en tant que ministre, on a l'impression que vous avez échoué. Mais non, vous savez... Aucune réforme majeure que vous auriez conduite, aucune décision majeure... Vous pensez que l'ensemble des TDR sur l'acte 3 pour 4 mois n'a pas été une petite mesure? Vous pensez que régler la question sur les délégations spéciales, apaiser le pays à ce niveau, alors qu'il y a eu mort d'hommes à ce niveau, que ça c'est très peu pour 4 mois? Vous pensez que apaiser le climat des collectivités locales, installer un crédit de confiance entre les acteurs de ce ministère, c'est très peu? Vous pensez que pendant le temps que j'ai passé au ministère de la Communication, finaliser la stratégie de l'économie numérique, ça a été très peu? Défendre le Sénégal dans le dossier de la transition de la télévision numérique à la télévision, de la télévision terrestre, sur la TNT par exemple, a été quelque chose de très peu? Vous pensez que crédibiliser l'aide à la presse, distribuer et rendre public la distribution de l'aide à la presse, pour que chaque organe puisse savoir exactement ce que son vis-à-vis a reçu. Et quand on fait le compte enfin, on se rend compte que c'est 700 millions exactement qui ont été distribués à la totalité de la presse. Vous pensez que c'est très peu? Réfléchir et impulser les conditions pour que le code de la presse soit voté. Faire tout ce que nous pouvions à ce niveau-là pour créer les conditions d'un climat apaisé entre la presse et le gouvernement, que c'est très peu. Je pense que pour le peu de temps que nous avons passé là-bas, nous avons fait ce qu'il faut. La différence maintenant... On vous a donné l'opportunité de faire du résultat. J'ai fait avec ce que je pouvais. Mais est-ce qu'on vous a donné, est-ce qu'on vous a permis de faire du résultat? J'estime que j'aurais pu faire 10 fois plus. Parce que cela fait également partie des confidences que vous faites à vos proches. On ne vous a pas donné l'occasion de faire du résultat. Vous aviez les mains liées. Voilà, j'estime que j'aurais pu faire 10 fois plus pour mon pays, pour les secteurs qui m'ont été confiés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, soit par déficit de moyens, soit par retard dans l'exécution, soit par déficit de volonté politique exprimée sur des dossiers qui étaient extrêmement importants. Mais cela, pour moi, c'est du passé. Je voudrais revenir simplement pour vous dire que la différence... On a des ministres qui sont du Parti socialiste, qui sont en train de mettre en œuvre la politique déclinée par le président de la République. Ces ministres-là ne nous donnent pas l'impression de se sentir mal à l'aise dans l'attelage gouvernemental. S'il faudrait craindre, qui est-ce qu'il faudrait craindre entre le FSD/BJ incarné par Cheikh Bamba Dièye et le Parti socialiste incarné par Ousmane Tanor Dieng? Le Parti socialiste qui pèse 13% des suffrages, le FSD/BJ qui pèse 1,93% des suffrages. Vous savez, le FSD/BJ est presque un des benjamins de la vie politique nationale. Nous sommes partis de rien. Quand moi je suis présenté à l'élection en 2007, notre parti ne pesait pas plus de 3000 voix à l'échelon national. Donc nous avons hissé cette formation politique et nous en avons fait avec nos mains ce qu'il en est devenu. Nous sommes très loin et très différents du Parti démocratique sénégalais, du Parti socialiste, étant entendu que le résultat du Parti socialiste est le fruit
de Benno Actanor. Certainement, le Parti socialiste en a la plus grande partie. Mais si vous ramenez ces positions-là sur l'échiquier de l'ensemble des coalitions qui étaient par rapport à l'élection présidentielle, l'FSD-BJ est la seule formation politique à être partie à ces élections seule et c'est classé 6e derrière les coalitions. Et il y a même des coalitions que nous avons dépassées. Et nous étions seuls, mais sans campagne. Cela voudrait dire, pour revenir à la question de fond. Vous dites avoir été combattu. Est-ce que le président n'a pas plus de raisons de combattre le Parti socialiste que de combattre le FSD-BJ? Je vais vous le dire pourquoi il n'a pas plus de raisons. Aujourd'hui, il a le Parti socialiste avec lui. Mais qui pourrait se retrouver en face de lui. Mais justement, ce qui fait sa force, est-ce que c'est de libérer le Parti socialiste ou de l'avoir en face de lui, ou de l'avoir avec lui? C'est toute une stratégie. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est que le FSD-BJ a la possibilité d'être non seulement une formation jeune, d'être géré par un jeune, et ensuite d'avoir un discours qui porte. Et contrairement à beaucoup de formations politiques, nous ne traînons pas de casserole. Et ce que nous avons eu sur l'espace politique, nous ne le devons à personne. Et c'est ce discours, c'est cette crédibilité, par ces temps qui courent, qui est extrêmement rare, qui fait notre force. Et qui fait que il était, de notre point de vue et de l'analyse a posteriori, important pour eux de vider le FSD-BJ de sa substance pour simplement nous cantonner dans un système de souteneurs d'un système qui se met en place ou qui se développe. Ce que nous avons refusé. Je crois que ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, il faudrait que les Sénégalais, au lieu de se fatiguer à chercher la petite bête chez des gens qui ne cultivent que leur liberté, qui ne justifient leur action que par leur conviction, qui, depuis qu'on les connaît, se battent uniquement pour faire de ce Sénégal-là une terre de droit et de liberté, que l'on plutôt passe notre temps à regarder, en dehors des masques, ce qui fait la rupture aujourd'hui dans ce pays. Et c'est ça l'important. Ce n'est pas ce que je dis, mais ce que Macky Sall fait qui le caractérise. Ce n'est pas vous avez la prétention de diriger le pays. Ce que vous dites doit nous intéresser. Mais absolument. Ce que vous faites doit nous intéresser, je pense. Absolument, absolument. Et c'est la raison pour laquelle, allons-y, comme le disait l'autre, ce que vous dites, ce que vous faites plutôt, parle si fort qu'on n'entend pas ce que vous dites. Et si l'on veut aujourd'hui caler les gens sur le discours qu'ils tiennent, alors que pour un président de la République en exercice, ce sont ses actes qui le qualifient, plus qu'autre chose. Pour rappel, et aux Sénégalais qui nous regardent, j'ai dit que nous nous sommes opposés au président de la République sur la base des engagements non tenus. Ne regardez pas ce que Cheikh Bamba Dièye dit, mais analysez les actes que Macky Sall a posés par rapport à la rupture promise. Engagez votre réflexion sur les actes que Macky Sall a posés en termes de reddition des comptes. Engagez votre réflexion et positionnez-vous non pas par rapport à ce que Cheikh Bamba Dièye dit sur Macky Sall, mais c'est ce que Macky Sall fait par rapport à la transhumance. Ce que Macky Sall fait par rapport à la gestion sobre et vertueuse qu'il avait promis aux Sénégalais. Alors, moi, en tant qu'acteur politique, pendant que le mouvement qui est le plus significatif et le plus visible, c'est la transhumance de l'opposition vers le pouvoir, je décide en âme et conscience de prendre mes responsabilités, de quitter le gouvernement du Sénégal, de regagner l'opposition. Je pense que la question de fond qui doit être posée à ce niveau, elle est sur qu'est-ce que Macky Sall a pu faire pour se désolidariser de gens qui, pendant tout le temps qu'ils ont été avec lui ont montré de la solidarité, de la rigueur, de la conviction et n'ont jamais été dans les combats. Vous étiez dans le cadre de la grande coalition de l'opposition avec Djibo Leyti Ka qui a décidé de rejoindre Macky Sall. Cela vous désole? Non, pas du tout. Cela vous surprend ou cela ne vous surprend pas? Encore moins. Pourquoi? Parce que simplement, je crois que c'est dommage à ce niveau-là. On est en train de banaliser la transhumance. On est en train de rendre cela comme une simple expression
de jeu et d'intérêt politicien. Je crois que ce pourquoi nous avons combattu en 2012 ne doit jamais être oublié, ni par Macky Sall, ni par aucun des acteurs qui y ont pris part. Parce que pour l'histoire, il y a eu 15 Sénégalais qui ont perdu la vie, juste parce que nous avons le sentiment que la direction prise n'était pas la bonne. Je crois que les leçons d'hier doivent être retenues. Un président de la République neuf, jeune comme Macky Sall, aurait pu, du haut de ses 65%, faire confiance aux Sénégalais. Parce que tous ceux-là qui, aujourd'hui, vont graviter sous le joug de la transhumance autour de lui, l'ont été et ont vécu autour de son prédécesseur, sans aucune utilité. Et la question, si on veut que les Sénégalais suivent, c'est que les leaders politiques doivent apprendre à donner les leçons qui s'y est, à faire en sorte que le discours politique, la théorie du bien, ne soit simple, ne soit pas seulement ce qui justifie l'homme politique. C'est la pratique du bien qui fait le développement. C'est la volonté que nous avons de construire le pays. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi profond que la gouvernance sobre et vertueuse. Mais c'est en train de devenir une monstruosité. Dès l'instant que celui qui en était le chantre descend de son piédestal pour ramper dans les bas-fonds de ce que nous avons critiqué, combattu farouchement il y a de cela 3 ans. C'est là où est le dommage. Et l'histoire de ce pays ne ment jamais. Je refuse que l'on veuille, pour notre génération, nous enfermer dans le prisme d'hier, qui fait que le jeu politique n'est rien d'autre qu'un jeu d'intérêt. Le Sénégal n'est pas seul en Afrique, nous ne sommes pas seuls au monde. Partout, des citoyens, des pays, que ce soit en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Égypte et ailleurs, les gens se battent au quotidien pour créer les conditions de développement de notre pays. Aujourd'hui, au Sénégal, on est toujours calfeutré, encore enfermé dans l'archaïsme d'il y a une trentaine d'années, où il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sincérité dans ce que nous faisons. Nous sommes là juste pour mobiliser les uns et les autres au service d'intérêts particuliers. Et lorsqu'on amène les Sénégalais dans un engagement aussi sélect, aussi honorable que la gouvernance sobre et vertueuse, quand tout le monde arrive, on voit le résultat qui en est fait. Le Sénégal est-il sur une rampe d'émergence avec une croissance de 5,4%? Je relativiserai beaucoup sur les 5,5. Mais vous n'y croyez pas? Je voudrais pouvoir avoir la possibilité de mettre en amalgame plusieurs choses à la fois. Le discours de la directrice du FMI à l'Assemblée nationale qui parlait de 30 ans sans jamais passer 3,5 et la réalité aussi du vécu des Sénégalais d'aujourd'hui. Que je sois homme politique ou pas, je reste un citoyen au Sénégal. Le ressenti du Sénégalais d'aujourd'hui, c'est plutôt d'un Sénégal beaucoup plus difficile qu'il y a de cela 1 année et encore plus difficile qu'il y a de cela 2 ou 3 années. Le ressenti du Sénégalais d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un pays où l'envie, ce mécanisme de confiance dans le système, cette solidité du système, cette prestance que l'État dégage pour installer la confiance chez le consommateur, la confiance chez les industriels, la confiance dans le système bancaire, ce sont ces phénomènes-là qui nous manquent. J'ai plutôt l'impression que si on est enthousiaste et qu'on rencontre le gouvernement, on est un peu timoré. Si on est normal et qu'on les rencontre, on est complètement déprimé. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et quand on parle d'émergence, il faudrait poser le premier postulat, celui de l'homme sénégalais. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Quel est son rendu? Ce n'est pas moi, c'est Senghor qui disait que c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga du développement. On parle de discipline, on parle de respect des institutions, on parle de faillite collective, on parle de système éducationnel en lambeaux, on parle d'un monde rural à l'agonie, on parle d'un système global qui a énormément de problèmes. Et Dieu m'est témoin que je peux témoigner que des efforts ont été faits durant les 3 dernières années. Mais pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire prendre la mayonnaise? Pourquoi la machine... Vous êtes comptable de cette situation que vous décrivez. Vous parlez de transparence et de discipline. Avez-vous la conscience tranquille par rapport à votre gestion? Oui,
Absolument. Parce que vous savez, des gens comme moi qui sont ici des citoyens ordinaires, entre guillemets, et qui articulent leur action politique sur la liberté de pouvoir dire ce que l'on pense, et qui sont très à cheval sur le respect, sur tout ce qu'on a décliné tantôt, sur la solidarité, sur le respect des engagements. Je crois que nous serons des cibles très fragiles si jamais, à côté de cette exigence-là, nous nous laissons aller par rapport à notre gestion. Alors, nous allons terminer par le plan Sénégal émergent, Cheikh Bamba Dièye. Est-ce que c'est un plan qui peut être porteur d'émergence? Ben, si on s'arrête à l'intitulé, oui. Si on regarde les éléments de fond, l'analyse est juste. Les éléments sur lesquels on s'appuie pour créer l'émergence, que ce soit le secteur agricole, les services, etc., tout cela répond à une analyse économique réelle et à une connaissance réelle du terrain sénégalais. À une analyse économique sous-tendue par une vision, vous voulez dire? Par une bonne vision politique, à une analyse politique réelle du terrain économique sénégalais. Je rappelle l'historique. Mais est-ce qu'elle est sous-tendue par une bonne vision? Vous me laissez terminer, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous donne mon opinion. Parce que je me lie à une idée autre. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que l'historique, c'est que nous sommes partis du Yonou Yokoté. Quand nous sommes arrivés au gouvernement, on a trouvé une stratégie nationale de développement économique et social sortie des méandres du ministère de l'économie et des finances. Le président de la République a cru bon de faire appel à des expertises à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale pour agréger le tout et donner une vision sur ce qui semble être sa vision pour le développement du Sénégal. Je dis que du point de vue de l'analyse, il n'y a rien à dire. Là où le problème se pose, c'est qu'au-delà de la théorie, une fois que la théorie est établie, la pratique n'est pas conforme avec la théorie qui est posée. La pratique aujourd'hui semble beaucoup plus être une stratégie électoraliste qu'un programme de développement. Les éléments sont très simples. En quoi est-ce que ça recoupe les contours d'une stratégie électoraliste? C'est très simple. La stratégie électoraliste, contrairement au programme de développement qui est impartial, qui est totalitaire, qui ne crible pas ou ne justifie pas selon les intérêts particuliers, la stratégie électoraliste, elle est figée dans le temps. Tout est pointé par rapport à une date, un rendez-vous. La stratégie électoraliste ne vise pas l'équité. Tout ce qu'il vise, c'est les groupes ou les groupuscules qui ont un impact sur le résultat par rapport à la date édictée. Et tout ce que vous dites, vous le pointez par rapport à 2017 ou à telle ou telle autre date. L'horizon final, c'est 2035. Cela va au-delà des possibilités de mandat de l'actuel chef de l'État. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a distorsion ou distance entre la théorie et la pratique. C'est pourquoi j'ai dit que plus que la théorie, c'est les faits qui qualifient un programme et qui lui donnent le contenu qu'il doit avoir. Vous pensez que la construction de l'autoroute Thiès-Touba, Ila-Touba répond à une stratégie électoraliste? Vous pensez que la valorisation et l'aménagement du pôle de Diamniadio répond à une stratégie électoraliste? Absolument. Les bourses de sécurité familiale, la CMU, tout cela répond à une stratégie électoraliste. On va y aller. L'objectif, c'est d'être réélu. Pour être réélu, il faut avoir un bilan. Mais on va y aller étape par étape. Et là, vous-même, vous voyez les éléments. Est-ce qu'on peut reprocher à un président de chercher à présenter un bilan? Mais on peut le lui reprocher dès l'instant que nous partons d'un pays qui a accumulé énormément de retard par rapport à son développement, où les agrégats, les éléments de base constitutifs de son développement n'existent pas encore. Et c'est toute la différence. L'une des reproches que je fais à Macky Sall, c'est qu'il n'accepte pas de faire son martyr. Il est président de la République dans une phase transitoire. Il vient après des années que nous avons critiquées tous ensemble de wadisme, après les années du Parti socialiste, où on a enregistré énormément de déficits, où le pays ne s'est pas encore développé. Il est dans une phase transitoire qui lui impose des mesures draconiennes sur le développement de notre pays.
une révolution dans la mentalité, une volonté farouche de changer la mentalité du Sénégalais et de l'amener dans la rupture à construire le développement, qui est un long processus et qui n'est pas un phénomène subi de l'étincelle magique, mais qui est plutôt le processus d'un travail construit sur une durée bien déterminée. Un président de la République qui accepte son martyre, c'est celui qui comprend que son programme ne verra les fruits qu'à l'horizon 2035 et qui s'attelle aujourd'hui à construire les fondamentaux qui demain vont articuler ou charpenter ou créer les ossature du développement de notre pays. On ne peut pas se lever et s'attacher au 3e étage quand on n'a pas encore commencé à réfléchir sur les fondations. Les multiples... Maintenant, analysons les éléments de la stratégie électoraliste. Je vous disais que la stratégie électoraliste vise des groupes, essaie de contenter des groupes. Je vous dis que la stratégie électoraliste réagit aux populations, par rapport aux populations, non pas dans le sens de construire le développement et l'émergence, mais dans le sens de caler un rendez-vous et de créer un retour d'investissement. Lorsqu'un individu commet l'ignominie d'enfermer son concitoyen ou quelque part un individu dans une chambre fermée, qui ne lui donne pas à manger, qui ne lui donne pas de quoi boire, pendant quelques jours, lorsqu'il ouvre la porte avec de l'eau fraîche ou de quoi se nourrir, la personne va se jeter là-dessus. Il va boire et il va dire merci, djirejef. Son djirejef là ne fait pas de celui qui lui a donné de l'eau un homme de bien. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm au Sénégal, c'est les ratés de toutes les politiques de développement des indépendances à nos jours, qui a rendu le citoyen totalement dépendant, qui l'a rendu totalement déstructuré au point que le Sénégalais aujourd'hui fait de son ennemi son ami et de ceux qui se battent pour ses intérêts réels, ses adversaires. Donc la route Ila Touba est une stratégie électoraliste. Elle ne répond nullement à un besoin. Je vais aller plus loin avec la route Ila Touba. Vous savez, si le président de la République... Elle est inopportune? Si le président de la République, laisse-moi finir, si le président de la République avait une connaissance affinée du développement et de la nature réelle des liens sociaux dans ce pays, l'autoroute Ila Touba, il l'aurait réalisé et il l'aurait réalisé autrement. Il aurait directement allé rendre visite au Khalife général des Mourides pour lui demander d'influer sur l'intelligentsia mouride, sur les mourides, pour que chacun apporte sa petite contribution, pour que ce qu'on a par devers nous, que nous le donnions. Et je vous garantis qu'en ce moment-là, on n'aura pas besoin d'endetter le Sénégal et on aura au minimum, en termes de levée de fonds, plus de 200 milliards, au terme duquel l'État apportera sa garantie et on aura de quoi financer une autoroute sans pour autant alourdir. Le projet est inopportun? Quand on analyse du point de vue de la charge financière de l'État, 456 milliards. Du point de vue de la charge financière de l'État, quand on le regarde à l'aune des responsabilités de l'État en termes d'éducation, de santé et d'autres, oui, on aurait pu décaler. D'autant plus qu'on avait une solution de rechange. Et la solution, je viens de vous la donner. Je crois que si des pays comme le Japon, du Meiji, ont pu se développer, c'est parce qu'ils ont pris les structures traditionnelles, les systèmes de valeurs qu'ils ont. Parce qu'un marabout, Mouride, Tijane ou Layen, celui-là, il n'a pas de compte à l'étranger. Il n'a pas besoin de piquer notre argent pour aller le déposer dans les comptes étrangères. Et c'est des citoyens, c'est des acteurs. Et qui plus est, si on en faisait des acteurs économiques, on va les libérer, mais ensuite on leur donnera la totalité de leur capacité pour pouvoir influer sur le développement économique national. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la résolution et la direction dans laquelle j'avais cru que le président de la République allait entrer. Mais force est de constater que moi, en tant que Mouride, je suis l'opposant de Macky Sall, mais je me réjouis de voir l'autoroute Ila Touba. Mais nous serons encore plus contents si on sait utiliser la force de travail et la force économique que constitue le Mouride, tout comme le tijanisme et le mouvement des Layènes et toutes les autres congrégations. En utilisant ce phénomène-là, on aurait pu non seulement user de l'épargne nationale et l'utiliser en bon escient
dans un calcul et un environnement économique. Vous répondriez à l'appel de Macky Sall s'il vous invite à le rejoindre encore? Vous savez, moi j'ai déjà travaillé avec le président de la République. J'ai donné tout ce que je pouvais pour lui. Je n'ai pas eu les réponses que j'étais en droit d'attendre. Et je pense aujourd'hui que j'ai pris une option. Et je suis en train de construire l'avenir de mon parti autour d'un schéma nouveau qui vient tout juste de débuter. Je veux donner toutes ces chances à ce nouveau schéma et faire en sorte, dans l'évolution du FSD/BJ, que nous puissions être une alternative crédible. L'option est définitive? Vous avez définitivement rompu les amarres avec Macky Sall. Il n'y a plus chance de retrouvailles entre vous deux? Nous sommes en République. Et évidemment, entre acteurs politiques, les gens se parleront, ils discuteront. Mais sur les choix de fond que les formations politiques doivent prendre, ça n'a pas été un coup de cœur de fait d'être dans l'opposition. C'est une position mûrement réfléchie. Nous l'assumons et nous continuerons à l'assumer. Je ne me bats pas pour ma petite personne. Les militants du FSD/BJ ne sont pas convaincus qu'il faille aujourd'hui rentrer dans ce jeu de yo-yo, mais plutôt de garder notre ligne. C'est ça qui a fait notre force. Donc la page Macky Sall est définitivement tournée pour Cheikh Bamba Dièye? À l'instant où je vous parle, oui. Maintenant, Macky Sall reste président de la République du Sénégal. Et de ce point de vue, en tant qu'opposant et lui, dans sa mouvance, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir doit être de mise dans un pays démocratique. Nous allons terminer par cette image des 4 présidents qui ont gouverné le Sénégal indépendant. Aucun d'eux ne trouve grâce à vos yeux. Ils auront tous trahi vos idéaux républicains démocratiques? Non, je n'ai jamais dit cela. Je pense que chacun, en ce qui le concerne, dans la conjoncture qui le caractérise ou qui le caractérisait, a essayé de faire ce qu'il a pu. On commence par Senghor? Senghor, je regarderai l'homme de culture, celui qui a insufflé à ce pays une forte personnalité, et a pris un tout petit pays sahélien et en a fait un monstre diplomatique. Celui qui, avec les moyens qu'il disposait, c'est-à-dire la culture, l'État, l'organisation, a pu insuffler dans l'Afrique de l'époque et dans le monde de son contexte, a pu quand même aider le Sénégal à avancer dans ce qu'il pouvait apporter. Abdou Diouf? Abdou Diouf, il a plutôt hérité d'une période extrêmement difficile. L'ajustement structurel, un État qui n'arrivait plus à réaliser l'ensemble de ses prérogatives et de ses obligations, un pays difficile. Il a pu malgré tout installer un État de démocratie, le multipartisme. Il a fait beaucoup d'efforts pour égaliser les partis politiques. J'ai pour mémoire le code consensuel. Et surtout, il a pris beaucoup de hauteur. Parce que c'est d'abord faire preuve de grandeur que d'ouvrir l'espace politique à tous les Sénégalais désireux d'y participer. Mais c'est encore faire plus de preuve de grandeur que de se faire battre dans les conditions où il a été battu et de l'accepter. Et ça, le Sénégal le lui doit aussi. Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade, c'est un intellectuel volontariste. Et j'aime beaucoup son engagement. Il est très peu conventionnel. Et ça, nous le lui avons reproché beaucoup. Mais son engagement et cet esprit avant-gardiste l'a aidé à laisser en héritage pas mal de choses dans ce pays. Et si le visage de Dakar a beaucoup changé, c'est grâce à lui. Et si aussi à l'intérieur du pays, dans beaucoup de domaines, on a pu, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des infrastructures, dans beaucoup d'autres domaines, il a pas mal réalisé. Je lui reprocherai souvent le fait qu'il a un peu mis à mal ou malmené l'État, l'administration, aux besoins de son ambition politique. Et je crois qu'on ne peut pas avoir tout parfait chez l'individu. Macky Sall? Macky, c'est un homme qui, du dehors, renvoie à l'idée de quelqu'un qui est très respectueux, et qui a beaucoup de soucis de donner la place à tout le monde. Dans son environnement, du moins de manière visible, on ne sentira jamais qu'il essaie de faire ou de se la montrer. C'est quelqu'un qui a plus ou moins cette dynamique-là. Ce que je lui reproche... Vous dites du dehors, ça veut dire que c'est une impression, ce n'est pas une réalité? Ce n'est pas une réalité de mon point de vue.
même si je pense que c'est quelqu'un de très respectueux vis-à-vis des uns et des autres, vous ne le verrez jamais être grossier, vous ne le verrez jamais être dans l'invective, ça c'est sa nature profonde et je crois que c'est quelque chose de bien. Mais je vais être très critique vis-à-vis de lui parce qu'il a le désavantage de ne plus être d'être président de la République. Et dans la critique que nous lui donnons, c'est cette même critique que nous nous adressons. Nous sommes les héritiers de tous ces grands hommes, mais nous ne pouvons nous contenter de faire la politique comme ils l'ont fait. Nous sommes dans un monde totalement différent, avec des exigences beaucoup plus différentes. En 1965, déjà, le Sénégal était capable de faire 1 million de tonnes d'arachides. Nous peinons à le faire aujourd'hui et je crois que nous allons être extrêmement... Et Macky Sall est responsable de toute Non, cette pas du tout. situation? C'est tout le monde, et nous y compris, qui sommes responsables de tout cela. Cela montre simplement l'ampleur du défi qui l'attend et surtout l'exigence de rupture. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il fasse confiance à sa bonne étoile, à la volonté, au décret divin. Nous avons été tous candidats comme lui et c'est lui qui est sorti président de la République. C'est pour une mission bien déterminée que lui-même a calée en termes de bonne gouvernance, de rupture, de gestion sobre et vertueuse. Et c'est sur ça que nous l'attendons. Et pas sur notre terrain. A-t-il les capacités de relever le défi dont vous venez de parler? Il aura tort de ne pas avoir les capacités parce que c'est lui-même qui l'a proclamé. C'est lui-même qui a convoqué les Sénégalais sur ce terrain. Et nous serons là pour non seulement le suivre, mais l'aider par la critique, et la critique la plus objective qui soit, à ne jamais oublier ses engagements et à le lui rappeler autant de fois qu'il faudra pour que nous puissions ensemble, tous, chacun dans son rôle, travailler pour le développement de notre pays. Ses partisans disent qu'il a accompli en 3 ans ce que les 3 autres présidents n'ont fait durant leur magistère. Vous avez bien raison de dire ses partisans. Ses adversaires disent qu'il a été le plus mauvais président du Sénégal des indépendances à nos jours. Qui croire? Merci beaucoup, Cheikh Bamba Dièye. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous de manière aussi ouverte sur ces différents thèmes de l'actualité. Merci et bon vent pour le reste du chemin. Merci bien et je souhaite que vous aussi et votre émission puissent avoir tout le succès que vous êtes en droit de vous attendre et que notre pays, qui est le nôtre à nous tous, puisse être encore plus fort, plus solide, plus uni et dans la dynamique aussi du développement. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de ce numéro de Actu Show. Restez avec nous sur la 2STV. Nos programmes se poursuivent. So listen close, hear my thoughts in every note. Whoa, and make me your radio. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along.